Donc bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux à ce talk-là. Je crois que c'est le dernier talk avant la keynote de fermeture, c'est ça? Si je ne m'amuse. Donc je me présente, Laurent Grangeot, Cloud Solution Architect chez Google depuis bientôt 5 ans maintenant. Et je vais vous parler un petit peu de toute l'histoire de la protection de la mémoire, que ce soit au niveau hardware ou au niveau software. Alors pourquoi? Parce que pendant très longtemps, j'ai administré un serveur Gentoo. Je ne sais pas si vous connaissez Gentoo. J'ai beau avoir Debian sur mon Audi, il y en a d'autres qui existent. Donc Gentoo, et quand vous faisiez du Gentoo, comme c'était un serveur évidemment online, enfin, sur Internet, je devais le protéger. Et pour le protéger, dans Gentoo, il y a un profil qui s'appelle le profil Hardened. Et donc moi, pendant mes études, Linux, je commençais à peine. Je regarde le profil Hardened et je voyais plein de trucs type PAX, type ASLR, si ça vous parle, KASL, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est donc que ça? Et donc, évidemment, en creusant un petit peu, je me suis rendu compte de tout ce que c'était. Et ce talk-là, c'est un peu l'histoire de toute la protection de la mémoire qu'on peut avoir au niveau hardware ou software depuis les années 40 jusqu'à maintenant 2026, pas 2025. Petit aparté, ce talk, ces slides-là, ont entièrement été vibe codés. Voilà. Donc pour ceux qui veulent se lancer. J'ai mes speaker notes là, donc voilà, je pourrais le partager si vous voulez. Alors, on va commencer avec le tout début. Je vais enlever la souris, ça va être plus propre. Donc tout vibe codé, même les images ont été vibe codées avec Gemini 2.5 à l'époque. Donc au tout début, il y avait à peu près rien du tout. Okay. Donc on avait un ordinateur, de la mémoire, du CPU, et il n'y avait aucune protection. Et du coup, le CPU faisait tourner des applications dans la mémoire, et les applications faisaient un peu tout ce qu'elles voulaient. Le problème, c'est que l'ordinateur n'a pas été conçu à la base pour s'amuser à tout casser, à s'amuser à empiéter des zones de mémoire, à réécrire des zones de mémoire, à exécuter des zones de mémoire qui ne sont pas exécutables. Je me rappelle d'un prof, il y a très très longtemps, qui me disait que l'un des premiers virus qu'il avait vu sur Internet, c'était sur l'écran, avoir les pixels qui s'amusaient à descendre comme ça. Okay. Donc on avait le premier virus du monde. Mais du coup, années 40, donc si vous voyez la timeline sur le côté, là, on est années 40, années 50, on n'a aucune protection. Et si une application venait à écrire dans la zone mémoire d'une autre application, évidemment ça crachait, le système crachait, donc il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Donc des gens intelligents se sont dit, ça serait bien quand même qu'il y ait un petit peu une sorte de protection. Et dans les années 60, 59, on a commencé à avoir ce qu'on appelle les base et bound registers. Le principe, c'est quoi? C'est que pour chaque application, on avait une base, donc c'était le début de l'adresse mémoire, la bound, donc le nombre d'octets qu'il avait le droit d'écrire ou de lire, et s'il sortait de ce cadre-là, l'application, elle crachait, évidemment. Mais on commençait à avoir des zones où chaque application pouvait être les uns à côté des autres, et on commençait à avoir du multi-tenant et multi-threading. Vous pouvez voir deux applications qui sont côte à côte dans la mémoire, et chaque zone mémoire s'est exécutée. Donc là, il n'y a rien de bien fifou, mais en tout cas, on commence à avoir les premiers prémices de la protection. Ensuite, on s'est dit, ça serait quand même bien qu'on ait un système qui soit vraiment multi-threading, multi-tenant, qu'on ait vraiment des partages de zones mémoire pour chaque application. Et là, on a commencé à créer tout ce qui est paging et virtual memory. Pour ceux qui font de la compilation de kernel Linux, donc les big pages, là, etc., vous connaissez la RAM supérieure à 4 gigabits à l'époque. C'est grâce à ça, où en gros, ça a commencé par MS-DOS, donc et des fois Microsoft peut faire des choses bien. En gros, on avait une adresse physique globale et chaque en gros, application avait ses propres pages. D'accord? Vous voyez ça comme une sandbox, donc son application pouvait tourner dedans et chaque application pensait que la mémoire était complètement illimitée. Il y avait tout l'espace pour lui, il n'y a pas de souci, c'est la virtual memory, il fait ce qu'il veut dedans. Et en gros, on avait un petit puce qu'on verra juste après, qui s'appelle le MMU et qui, lui, sait à quelle adresse physique commence l'adresse virtuelle. Okay. Donc on a pu créer des applications qui commencent par chaque
chaque zone mémoire 0x0000 par exemple, et physiquement on avait une translation avec le MMU. Sans ça, en gros, on avait, je ne sais pas si vous avez connu Windows 95, 98, etc. Mais on avait le fameux BSOD, le Blue Screen of Death, où on avait des zones mémoire qui étaient écrites par d'autres applications. Ça crachait tout, et tous les 6 mois, on s'amusait à reformater tout le disque dur et à tout réinstaller. Merci les OS modernes d'exister. Donc on commence à avoir des choses dans les années 60-62. Vous voyez que c'est très très ancien, mais ça continue d'exister. Et donc on a commencé à avoir la mémoire qui était un peu protégée. Pour aussi protéger encore plus les applications, on a commencé à mettre en place ce qu'on appelle des systèmes de ring, donc des anneaux. Okay. Vous savez, on parle tous de kernel et d'application, ou kernel mode et user mode en termes d'OS. Donc le kernel mode, c'est un peu le roi dans le système. Il a le droit à tout, il est dans le ring 0, okay, et c'est lui qui a accès absolument à tout, le hardware, tout ce qu'il veut. Les applications, eux, sont dans le ring 3, okay, et vous pouvez voir ça un petit peu comme des paysans qui, s'ils veulent avoir accès au château, à la couronne, etc., doivent demander au roi, est-ce que je peux y accéder? Oui, non. Et le roi décide un petit peu tout ce qu'il veut. Les applications, c'est un petit peu pareil, et c'est pour se prémunir de ce qu'on appelle des privilege escalation, où, en gros, on va éviter qu'une application ait trop de pouvoir, et donc, du coup, on devienne route sur le système et qu'on crache tout. Et en gros, les applications passent par des system calls, donc des syscalls, pour demander au kernel, merci de me donner accès à, je sais pas moi, au CPU, à la RAM, au périphérique, quoi que ce soit. Et le kernel donne accès à l'application, et l'application fait son travail derrière. Et donc, en gros, on a ce système de ring, et on commence à avoir vraiment une séparation qui est un peu plus robuste que uniquement avoir accès à absolument tout. Ça, c'est les années 67, toujours au niveau hardware. Et vous voyez que c'est pour ça qu'on parle de ring, je ne sais pas, vous voyez ring 0, ring 3, vous savez à peu près ce que c'est. Ensuite, on a eu la segmentation, donc une évolution du paging virtual memory. Pour ceux qui ont fait de la compilation C, le fameux segfault, segmentation fault, c'est dû à ça. Et en gros, c'est pareil, on a une segmentation, donc on a des segments, donc on a du code segment, du data segment et du stack segment. Et chaque segment contient absolument ce qu'il doit contenir. Si par exemple le data segment contient du code qui est exécutable, il y a un problème. Et du coup, le fameux segmentation fault, où on n'a pas le droit d'exécuter du code dans ce segment-là. Et du coup, on va pouvoir se prémunir un peu tout ça. Pourquoi on fait ça? Parce que si je vous parle de buffer overflow, ça vous parle ou pas? Donc buffer overflow, c'est on va écrire une adresse de retour du programme dans une autre zone mémoire. On écrit plus de choses. Donc on va déplacer par exemple le code segment dans le data segment parce qu'on va écrire la mémoire de manière... on va dépiler en fait en gros. Et donc du coup, on va avoir du code qui va se retrouver dans le data segment. Ensuite, on modifie l'adresse de retour de l'application. Dans le data segment, ça contient un shellcode. On devient un route. Et donc, on va essayer de se prémunir ça grâce à de la segmentation. OK 70-80 à peu près. Dans les années 80, on a eu quelque chose qui plus orienté objet connecté, enfin objet connecté. Tout ce qui est plutôt objet contraint, on va dire real-time, les voitures et compagnie. En gros, donc, je vous ai dit que le MMU, alors, juste après, j'en ai fait slide, le MMU qui, lui, va protéger la mémoire, il va ségréger la mémoire. On va avoir un MPU qui ne va pas avoir cette segmentation-là de zone mémoire, mais il va mettre du firewalling entre des zones mémoire, donc code, data et stack, où en gros, on a de la contrainte matérielle, on a très peu de mémoire, donc on ne va pas avoir un full MMU qui est beaucoup trop complexe et beaucoup trop compliqué. On va plutôt avoir un MPU, donc un Memory Protection Unit, où on va empêcher que du code se retrouve dans des zones dans lesquelles il n'a pas le droit d'avoir accès. Je vous ai dit, c'est dans les zones mémoire, on va dire, assez contraintes. Donc imaginez, vous êtes en voiture, okay, vous êtes en train d'écouter la radio, et
en changeant la radio, ça modifie du code, ça modifie de la RAM, qui va empiéter sur le système de freinage. Et d'un seul coup, le système de freinage, il est inopérant. Et donc le MPU, ça empêche ça, où on a vraiment un firewall physique, où on va dire que tout ce qui est infotainment ne va pas pouvoir déborder sur la zone critique, qui est le freinage. Et donc en gros, on a une protection beaucoup plus stable de la RAM, mais beaucoup moins contraignante qu'un full MMU. Dans les années 2000, c'est là où j'ai commencé à découvrir Gentoo et compagnie. Je ne sais pas si ça vous parle, ce petit bit là, NX bit. Donc NX bit, c'est un petit bit qu'il y a dans les processeurs Intel, par exemple, qui vous empêche d'avoir des zones de mémoire qui soient exécutables et écrivables. D'accord ? Donc le fameux W or X, c'est writable or executable, pas les deux en même temps. Ça vient d'un exploit qui s'appelle Smashing the Stack for Fun and Profit, où en gros on injectait un shellcode dans une zone mémoire écrivable et on exécutait ce shellcode-là de la zone mémoire. Du coup, les gens se sont dit ça serait bien qu'il y ait des zones mémoire qui soient uniquement exécutables et uniquement writable. Et si on réécrit des zones mémoire, si on écrit de la data executable dans une zone mémoire writable, on ne pourra pas l'exécuter. Donc on va se prémunir de faire exploser la stack, d'injecter du shellcode et de faire n'importe quoi. Donc ça, c'était popularisé. Je vous parle de choses qui maintenant sont rentrées dans le quotidien. Ça fait 25 ans que c'est rentré dans le quotidien. Mais à l'époque, c'était vraiment une révolution d'avoir cette différence entre vraiment la zone mémoire exécutable et la zone mémoire directement écrivable. Ça dit, c'est quand même... Writable, on va dire ça en anglais. Du coup, on évolue. Donc là, en 2005 à peu près, on va commencer à avoir du Hardware Assisted Virtualization, où, en gros, bon, moi je travaille pour un gros cloud provider, hein, Google. Le premier, ça a été AWS, et les gens se sont dit comment faire en sorte de pouvoir avoir du multi-tenant, okay, donc sur du hardware physique, sans que le code d'une machine empiète sur une autre machine virtuelle. D'accord ? Donc dans le même CPU, comment faire en sorte que ma machine virtuelle A ne puisse pas aller embêter la machine virtuelle B. Okay ? Donc on a créé donc le HAV. Et le principe, c'est quoi? C'est de créer un ring -1. Donc on peut rappeler ring 0, ring 3. Donc un ring -1 où tourne l'hyperviseur. L'hyperviseur, c'est ce qui, justement, se charge de faire tourner les machines virtuelles. Et c'est uniquement le superviseur qui a accès aux zones mémoire. Mais une fois qu'on a monté une machine virtuelle, la machine virtuelle n'a absolument pas accès à d'autres zones que sa propre stack de machines virtuelles. Okay, c'est pour ça qu'on a inclus ça dans les Intel VTX et AMD V. Donc ce sont des instructions processeurs propres à la virtualisation. Ça nous empêche d'avoir qu'on puisse aller taper, quand on est sur un cœur, un deuxième cœur du CPU. Okay, donc on est vraiment isolés les uns des autres. Ça, c'est super important pour créer des cloud providers. Alors les gens se sont dit, c'est cool de le faire au niveau CPU, ça serait bien de le faire un peu plus largement. Alors du coup, ils ont créé donc, Intel VTD et AMD VI, qui est en gros du MMU, donc Memory Protection Unit, pour le hardware, les périphériques. Pardon. Pourquoi? Parce qu'il y a une attaque qui s'appelle la ThunderSpy Attack, qui en gros ont branché un device Thunderbolt. Le Thunderbolt était branché, allait pomper toute la RAM du serveur physique directement depuis le device Thunderbolt et aspirer tout. Alors sur les attaques, il y en a une aussi qui est très rigolote, dont je vous parlais tout à l'heure. Mais en gros, on a beau avoir l'OS le plus sécurisé du monde, un Linux, toutes les protections, etc. Juste en branchant un Thunderbolt, un device Thunderbolt sur le port Thunderbolt, on pouvait aspirer toute la mémoire de la machine physique et donc du coup faire des vols de mots de passe, des vols de tout ce que vous voulez. Et donc du coup, on a créé le IO MMU, Input Output Memory, le M, je ne me rappelle plus ce que c'est pas Protection, mais c'est un autre, Unit, pour justement éviter tout ça. Et donc là, on est en 2005.
Ensuite, on a créé, si on continue un petit peu dans les défenses un peu plus sophistiquées, le SMEP et le SMAP pour le Supervisor Mode Execution Prevention et Supervisor Mode Access Prevention, qui en fait vient combler une faille qui s'appelle le Return to User Space. Okay. Donc le principe, c'était quoi? Le principe, c'était en gros, au lieu d'injecter du code dans la zone kernel, qui avait les full droits sur le CPU, et d'exécuter ce code-là pour pouvoir avoir accès à des devices ou à la mémoire ou quoi que ce soit, les attaquants ont trouvé un moyen d'injecter du code directement dans le user space. D'accord. Donc user space, c'est quand on est sur une Debian, enfin quand on est sur un Linux en tant que user, d'avoir du code et de faire en sorte que le kernel, au lieu de retourner dans la zone mémoire du kernel, retourne dans la zone mémoire du user space et exécute du code en tant que kernel en user space. OK. Donc du coup, on a commencé à mettre des protections où si la zone mémoire était marquée user space, on ne pouvait pas exécuter du code. Donc on commençait à avoir des protections qui étaient un peu plus sophistiquées. Donc on est dans les années 2011 à peu près. Pardon. Excusez-moi. Ensuite, on continue. On a l'Intel qui va mettre en place donc, le Memory Protection Extension qui, en gros, Intel s'est dit, OK, moi dans mon processeur, il y a tellement d'attaques au niveau de la mémoire, ça serait cool quand même qu'on ait une zone mémoire, enfin la mémoire qui soit protégée par l'exécution. Donc je vais créer le MPX. Et si vous ne connaissez pas ce que c'est le MPX, c'est normal. Ça fait un bid intersidéral. Pourquoi? Parce que ça ralentit les performances entre 30% et 200%. Ouais, donc en essayant de réduire les buffer overflow au niveau hardware, ils ont introduit beaucoup plus de lenteur dans le CPU. Ça va être pareil sur les attaques type Spectre ou Meltdown. On a des mitigations processeurs, mais qui sont beaucoup plus lentes. Du coup, MPX, ça n'a jamais été implémenté et les développeurs ont préféré garder une faille de sécurité, enfin des failles de sécurité propres au processeur, mais qui soient corrigées côté software, qu'on mette des protections software. Alors depuis tout à l'heure, je ne vous parle que de hardware, mais on partira sur la protection software, c'est assez rigolo. Donc MPX, ça n'a jamais percé, ça n'a jamais été mis en place, malheureusement, mais c'était une noble cause. Alors, ça, c'est mon petit préféré au niveau hardware. Donc, je vous parle de ça en 2015, donc il y a à peu près 10 ans. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Cold Boot Attack, ou pas du tout. Alors, il y en a un qui en a entendu parler. En gros, en 2008, il y a des gens qui ont découvert qu'en prenant, par exemple, une bombe pour dépoussiérer, vous savez, la poussière, elle est pipit, comme ça, vous la retournez, ça propulse du froid. Ben, vous mettez ça sur de la RAM, vous débranchez la RAM, et la RAM, les contenus de la RAM restent quelques secondes à quelques minutes encore dans la RAM, même débranchée, parce qu'elle est froide. Vous pouvez la rebrancher sur un lecteur de RAM, et du coup, vous récupérez toute la donnée de la RAM directement. Ça s'appelle la Cold Boot Attack. Et donc, du coup, les gens se sont dit, ça serait bien qu'on puisse chiffrer la mémoire de la RAM, comme ça, quand on la débranche et qu'on la remet à côté, les données sont chiffrées, du coup, on ne peut pas attaquer, et c'est cool. Je trouve ça assez marrant sur ce que font les gens pour aller lire de la mémoire. Si ça vous intéresse un peu la sécurité physique, il y a des choses incroyables. Il y a des gens qui arrivent à récupérer des mots de passe tapés sur des touches via des rebonds sur une vitre. Enfin, c'est trop compliqué. Donc bref, il y a de chiffrement dans la mémoire. Et là, on commence à avoir des choses qui sont un peu plus complexes et sophistiquées. Dans le même principe, en 2015, on a commencé à avoir donc, le Trusted Execution Environment, le TEE. Au niveau Intel, on a appelé ça Intel SGX. Et le principe, c'est quoi? C'est qu'on a une enclave au niveau du CPU. Donc, je vous parlais tout à l'heure du Hardware Assisted Virtualization. Donc, on a virtualisé les CPU pour faire en sorte que chaque machine virtuelle ne puisse pas aller embêter les uns avec les autres. Sachez que j'ai travaillé pendant 2 ans dans une entreprise qui faisait de la finance. Et une des choses qu'ils faisaient en finance, c'est que les gens détectaient que l'application tournait sur un CPU, d'accord? Sur un CPU, on a certains niveaux de cache. Donc, on a cache niveau 1, cache niveau 2 et cache niveau 3. Le cache niveau 3 est partagé entre tous les cœurs.
Ce que s'amusaient à faire ces gens, c'était de dire d'aller envoyer de la donnée no-op, donc no operation, dans le cache niveau 3, pour aller surcharger les autres cœurs d'à côté, pour que le passage d'ordre de son propre cœur soit plus rapide que ceux des voisins qui étaient sur le même CPU physique. Après m'ont parlé d'attaque sur les GPU, j'ai pas compris, mais en tout cas, voilà à quel niveau d'attaque on est aujourd'hui au niveau hardware. Et du coup, en gros, le même principe que le MPX, on chiffrait la mémoire. Là, on va chiffrer le GPU. Donc, tout ce qui tourne sur le cœur du GPU, seule la machine virtuelle y a accès. Sachez que sur vos téléphones récents, on a tout ce qu'on appelle des TI, des Trusted Execution Environment. C'est bien quand on a de l'Apple Pay ou du Google Pay que ça soit chiffré dans les puces. Mais c'est ce qui a donné effectivement un gros bond au niveau de la sécurité du cloud et du hardware. Donc, le TI. Et pareil, même principe, à peu près dans les années 2015, on a voulu aussi se prémunir des rootkits. Donc les rootkits, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en gros, c'est du code qu'on injecte, vous devenez root sur la machine, vous faites un peu n'importe quoi. Pardon. Et du coup, les gens se sont dit, ça serait bien de se prémunir des rootkits, on va mettre en place de la Virtualization Based Security, du VBS, et en gros, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va protéger le kernel Windows grâce à l'hyperviseur, donc on va le chiffrer, on va le protéger, pour faire en sorte que effectivement on ne puisse pas faire tourner des rootkits et on ne puisse pas devenir root directement sur la machine. Donc moi je m'amusais dans les années 2000 à jouer avec des OS, avec pas mal de choses. Je ne sais pas si vous avez connu Windows XP avant SP3, mais il faut savoir que Windows, quand vous faites des disques durs, par défaut, il crée des anti-slash C$ ou des dollars ou dollars pour être plus simple. Et avant Windows XP SP3, donc au début d'Internet, il y avait un C$ qui était apparu, qui était ouvert à tout le monde. D'accord ? Sauf que tout le monde, quand on branchait un modem ADSL à l'époque sur la machine était visible sur Internet. Donc il suffisait d'avoir l'adresse IP de la machine avec un anti-slash l'adresse IP de la machine. On faisait anti-slash C$, et là on avait accès directement au disque dur d'un de mes potes. C'était rigolo. Et je lui avais fait peur en faisant un petit coucou, c'est moi sur le disque dur. Il avait flippé et le SP3 était venu mettre un firewall qui maintenant est rentré dans les mœurs. Mais vous voyez qu'on peut faire pas mal de bêtises quand on est jeune. Du coup, VBS. Et là, on commence à rentrer dans des protections, des attaques qui sont très très sophistiquées. Donc, par exemple, le Control Flow Enforcement Technology, où en gros, je vous ai parlé d'un return to user space, d'accord ? Donc vous réécrivez l'application pour que le kernel puisse retourner dans le user space plutôt que de retourner dans le kernel. Là, en gros, c'est que au lieu de faire des return to user space, d'accord, et ben on pouvait enchaîner différents appels de différentes fonctions, et au bout d'un certain temps, on pouvait exécuter du code. Et c'est très 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 complexe. Et donc on a mis en place le Control Flow Enforcement Technology pour justement ne pas pouvoir faire des jumps dans des zones mémoire par enchaînement d'appels. Donc du coup, on s'assure que tout ça, c'est assez rigolo. En termes d'attaque aussi, il y a la speculative execution attack, c'est très rigolo. Donc il faut savoir que Chrome, par exemple, ou Firefox, quand vous ouvrez des tabs, chaque tab a sa propre sandbox. D'accord ? Donc vous n'êtes normalement pas censé pouvoir lire les données d'une autre tab. Eh bien, dans les années 2018, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, les gens se sont rendus compte qu'en injectant du code JavaScript qui était malicieux, on pouvait les lire les autres tabs et donc voler les cookies, les mots de passe et envoyer tout ça directement à un serveur sans que ça n'inquiète personne. Et donc on a mis en place le Speculating Execution Attack qui justement empêche de lire de la mémoire entre les différentes tabs pour justement que ça soit beaucoup plus sécurisé. Et donc ça, c'était vraiment une grosse attaque parce que ça viole justement le principe même de Sandbox, où la Sandbox, on ne peut pas lire les autres choses d'à côté. Les gens ont quand même réussi à mettre ça à mal. Moi, j'ai toujours dit que pour un développeur qui s'amuse à patcher une faille de sécurité, il y a 10 hackers qui s'amusent à détricoter ce que l'on a fait. Bref. On continue, donc le Pointer Authentication Code.
Depuis tout à l'heure, je vous parle de kernel parce qu'on a commencé sur des grosses machines. Là, c'est les exploits iOS. D'accord ? Donc, on a implémenté aussi dans du iOS ou dans du Android des attaques. Pardon. Vous vous rappelez tous, bah, peut-être pas, il y a peut-être que moi, mais les jailbreaks d'iPhone. Ok. Je pourrais vous raconter l'histoire de Cydia qui a donné naissance à l'App Store et non pas l'inverse. Mais vous pouvez faire du jailbreak en faisant des injections de rootkit, etc. et compagnie. Pâques est là pour prévenir les attaques iOS, donc les exploits iOS. Et donc, du coup, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on va signer des pointeurs. D'accord ? Si vous avez fait du C, du C++, tout ce qu'on fait, c'est manipuler des pointeurs. On ne manipule pas les adresses directement d'adresse mémoire. On manipule des pointeurs. Donc, il y a un pointeur qui va pointer sur l'adresse mémoire, etc. Et bien, ces pointeurs-là n'étaient pas chiffrés. Et donc, avec Pâques, on va chiffrer ces pointeurs-là. Ce qui veut dire que si on veut changer le pointeur, donc changer la zone mémoire sur laquelle il va pointer, il faut aussi signer le pointeur. Mais comme on n'a pas la clé, on ne peut pas la signer. S'il n'est pas signé, on ne peut pas l'exécuter. Et du coup, les exploits iOS deviennent très 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 difficiles. Et là, je vous parle de 2018, donc c'était pas il y a 6 ou 7 ans. Okay, et donc du coup, c'est pour ça que potentiellement, des fois, vous avez des applications qui crashent parce que c'est le moyen de se prémunir de toutes ces attaques-là. Même principe, c'est le Memory Tagging Execution. On va, dans ARM, alors déjà, de base, on a un outil qui s'appelle Asana. C'est un sanitizer de code, okay, pour savoir si tout est bien. En gros, ce qui se passe, c'est au lieu de patcher à chaque fois le code et de l'envoyer sur des milliards de devices, donc je parle d'Android ou d'iOS, on va mettre en place la sanitization au sein du device pour éviter qu'effectivement il y ait trop de bugs qui se baladent dans la nature et qu'il y ait plein d'exécutions qui se passent. Et la petite dernière qui est en cours, je trouvais ça ultra smart et je pense que personne n'y a pensé avant. En gros, si vous voyez, alors vous ne voyez peut-être pas là, mais en gros, quand on parle de pointeur, aujourd'hui, on ne connaît le pointeur que sur une zone mémoire. D'accord ? Je vous ai dit avec Pâques, on peut chiffrer la zone le pointeur. Okay ? Chéri, ça veut dire Capability Hardware Enhanced Risk Instruction. Le but du jeu, c'est quand on va mettre un pointeur, c'est d'avoir aussi à qui appartient le pointeur, qu'est-ce qu'il a le droit de faire, donc les capabilities, ok. Quelle zone mémoire il a le droit d'attaquer, exécutable, pas exécutable, etc. Pour que dans le pointeur lui-même, on puisse justement rajouter des espèces d'ACL hardware. Okay, et donc du coup, ça c'est en cours de création d'exécution. Je trouve que c'est quelque chose d'assez smart pour qu'au niveau du pointeur lui-même, on va réarchitecturer 50 ans d'architecture CPU, parce que globalement, ça n'a pas trop évolué depuis. On a mis des choses par-dessus, par-dessus. Je voulais vous parler aussi un petit peu de GPU, parce qu'effectivement, maintenant, on a des accélérateurs partout, et évidemment, les GPU ont de la zone mémoire, et on peut faire des choses dedans, on peut faire pas mal de choses. On a commencé à mettre en place aussi tout ce qu'on a fait dans les CPU au niveau des GPU. Okay, chiffrement de la carte graphique du GPU. Et typiquement, si vous êtes un cloud provider comme nous et que vous avez un GPU qui fait tourner plusieurs modèles pour plusieurs clients, ça serait embêtant quand même que les modèles puissent se chevaucher et puissent faire des bêtises n'importe quoi. Je pourrais vous parler d'autres choses aussi là-dessus. Mais en gros, on va avoir le même niveau d'isolation entre les différentes rames de GPU pour que justement personne ne puisse faire des bêtises. C'est pour ça que NVIDIA a annoncé des choses comme des fractional GPU. Okay, au lieu d'avoir un GPU attaché à un process, on peut avoir des fractions de GPU installées à un process. Bon courage. Et voilà, donc on commence à apporter des protections dans le GPU, et je ne pouvais pas finir au niveau hardware sans parler de GPU. Donc vous voyez, on a été crescendo, on a commencé avec rien du tout, et là on a une full stack même au niveau GPU. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est aussi au niveau software. Merci. Et au niveau software, donc je vous parlais tout à l'heure de Gentoo, de mon histoire avec Gentoo, etc., d'essayer de comprendre comment ça fonctionne.
Il y avait un projet qui s'appelait Pax, je ne sais plus ce que ça veut dire, qui a été arrêté parce que la grande majorité du projet Pax a été réintégré dans le kernel Linux avec GRSec pour ceux qui connaissent. Et en gros, Stack Canaries et Stack Guard, c'est quoi? C'est le même principe, c'est qu'on va essayer de se prémunir des attaques au niveau software, au niveau de la stack. D'accord? On vous a dit qu'on avait une stack avec du code, du data et de l'execution. Et en gros, on s'amusait avant à faire des pointeurs qui puissent retourner dans la zone data avec un shell code et exécuter du code. Ça a été créé en 98. C'était avant le WX byte, donc le NX byte. Okay. Et donc le principe, c'était quoi? J'adore faire cette analogie-là. C'est de mettre ce qu'on appelle un canary au niveau de la mémoire. Okay. Pourquoi un canary? Pourquoi ça s'appelle un canary? Alors je suis désolé pour ceux qui sont un peu sensibles, mais si vous avez été dans les mines de charbon dans les années 1800-1900, d'accord, vous savez qu'il y a des choses qui sont inodores, incolores, qui s'appellent le monoxyde de carbone, qu'on ne peut pas. Et le principe, c'est quoi? C'est d'avoir un petit canari au bout d'une perche, ok. Le petit canari, il a des tout petits poumons, et dès qu'il respire le monoxyde de carbone, eh ben, il crève. Désolé. Et donc, du coup, les gens se disaient « Ah mince, il y a une poche de monoxyde de carbone, il faut vite que je droppe tout et que je remonte. » Pourquoi on appelle ça un canary? Donc, c'est ceux qui font des DevOps, le canary release, c'est pareil. On préfère sacrifier un tout petit canary plutôt que de faire mourir une grosse population. Là, c'est principe. Même principe, on va mettre un petit bout de code ou une petite zone tampon, qu'on appelle le canary. Comme ça, on sait que s'il y a du code qui a été écrit dans cette zone tampon-là, on sait qu'il y a une modification de la stack et on sait qu'on va arrêter le programme plutôt que de se faire attaquer. Et le canary peut évidemment changer est aléatoire, changer de taille, etc. Donc on va se prémunir de tout ça. Même principe, on va se prémunir des attaques sur la heap, donc sur la protection de la mémoire. Le même principe, on va, quand on va faire appel à un free, okay, en C, on va pouvoir faire appel à une macro qui est exécutée autre part. Donc quand le compilateur, enfin quand l'interpréteur va essayer de libérer la mémoire, il va faire appel à un garbage collector qui va faire appel à la macro. Et donc en gros, on va pouvoir exécuter du code, même principe au niveau de la mémoire. Et on va avoir les full droits sur la machine, juste en faisant un free dans l'appel de la fonction. Et donc du coup, on va se prévenir de tout ça avec la heap protection. Alors non, je n'ai pas fait une faute d'orthographe, c'est bien ASLR et pas ASMR. Ça veut dire Address Space Layout Randomization. Même principe, année 2001. Donc même principe, il faut savoir qu'avant, chaque démarrage de programme était associé à une zone de mémoire qui était définie à l'avance. D'accord? L'ASLR est venu chambouler tout ça en disant qu'à chaque fois que le programme démarre, la libc que le kernel, quand il charge la libc, va le mettre dans une zone de mémoire qui est randomisée. Donc Address Space Layout Randomization. Ce qui fait que on ne peut pas prévoir où va se charger la libc ou d'autres librairies, donc dans quelle zone de mémoire, puisqu'elle change à chaque fois. Et donc on ne peut pas faire un pointeur qui va pointer toujours sur le même endroit pour pouvoir exécuter du code. D'accord? Donc la SLR, c'est généralement associé à ce qu'on appelle aussi PIE, Position Independent Executable, où en gros, on est capable de démarrer une application de manière random sur n'importe quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, justement, j'ai spoilé. Donc le PIE, et donc en gros, la SLR, ça a randomisé les librairies. Le PIE, on va randomiser l'exécutable, le code d'exécutable. Okay. On ne va pas pouvoir prédire où va démarrer, enfin, va prédire la zone mémoire où va démarrer l'exécutable. Okay. KPP, Kernel Patch Protection et Patch Guard, même principe. Vous avez tous un antivirus sur votre laptop maintenant? Ouais, ok. Il faut savoir comment ça fonctionne un antivirus. Un antivirus, ça fonctionne comment? Ça a une base de données avec des signatures de virus. Et si ça détecte une signature RAM de virus, il va dire « Oh là là, il y a un virus et je m'arrête ». Le problème, c'est que
c'est une course entre les antivirus, enfin les éditeurs d'antivirus, et ceux qui créent les exploits. Okay, donc s'il y en a un qui va plus vite que l'autre, par exemple le premier qui fait plus d'exploits que le deuxième, évidemment, typiquement les rootkits, etc. Il y a une pléthore là-dessus, et le temps qu'on le détecte, on le randomise, enfin on le MD5 et on le met dans les databases, ça prend trop de temps. Et donc du coup, en gros, PatchGuard, ça vient de Microsoft. Il y a des choses qui viennent de Microsoft quand même. Ils sont très forts en sécurité, même si voilà. En gros, toute modification du kernel est complètement illicite. C'est-à-dire que dès que le kernel est modifié, ça va cracher et du coup, on va tout arrêter. Comme ça, on est sûr et certain que si quelqu'un veut injecter du code dans le kernel, il ne pourra pas le faire. Et donc, PatchGuard vous prémunit là-dessus. On continue dans le temps, on est en 2005. Donc ASLR 2001, 4 ans après, il y a des gens qui se sont dit ça serait bien d'appliquer ça au niveau du kernel. Et on a fait le même principe. Au lieu que le kernel soit dans une zone mémoire prédictible, on va le randomiser dans une place non prédictible pour faire en sorte que, en gros, on ne puisse pas injecter du code dans le kernel puisqu'on ne connaît pas l'adresse de départ. Et donc, du coup, on va se prémunir des attaques au niveau du kernel avec le KSLR. Si on continue, là, on est en 2007, on a le CHOP, le Structured Exception Handler Override Protection, qui vient aussi de Windows Vista. En gros, c'est quoi? C'est que plutôt que de surcharger ou de réécrire l'adresse de retour d'une application, okay, on va pouvoir surcharger donc, sur la stack un pointeur qu'on appelle le Structure Exception Handler, donc tout ce qui gère les exceptions au niveau du kernel. Et ensuite, on va juste faire un trigger d'une exception, par exemple un 11 divisé par 0, exception. Ça va trigger le Structure Exception Handler, le SEH. Là, on l'a réécrit, donc on va pointer autre part, et donc on va exécuter du code. Donc en gros, on va bypasser toutes les protections en faisant juste une exception. Windows va catcher l'exception et on va exécuter du code. Donc le SEHOP on va se prémunir de tout ça grâce au SEHOP. On arrive sur des choses que vous connaissez peut-être un peu plus. Application Sandboxing, où ça vient de Chrome à la base, Cocorico, où en gros on va dire que chaque tab est sandboxé et protégé et on ne peut pas lire les tabs de tous les autres. On a vu tout à l'heure que, évidemment, on pouvait le faire et qu'on a patché derrière grâce à ça. Mais voilà. En gros, si quelqu'un arrive à attaquer la table du browser, il n'aura accès qu'à cette table-là. Ça, c'est le principe avant qu'on découvre d'autres exploits. Mais en tout cas, le sandboxing, c'est le principe de base maintenant de vos téléphones. Toutes vos applications sont sandboxées. Normalement, on n'est pas censé pouvoir récupérer les applications d'autres applications. Et même principe sur Chrome, puisqu'on commence tout doucement, là, dans les années 2008-2010, à devenir tout web. C'était le moment où on avait des RIA, des web et compagnie. Et donc, on voulait se prévenir des attaques. C'est pour ça qu'on a fait du sandboxing. Je vous parlais tout à l'heure de Hassan. Donc, Hassan, c'est Address Sanitizer. Je ne sais pas si vous avez connu Valgrind, pardon. Donc, Valgrind, c'était un outil qui pouvait trouver des bugs de mémoire ou des memory leaks, okay, en parsant et en attaquant une application, mais qui était, en fait, quand on l'implémentait, ça rendait l'application 20 fois plus lente. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on ne pouvait pas le déployer à l'échelle sur toutes les applications. Avec Hassan, on a juste 2 fois moins long, 2 fois plus long. Okay, on est passé de 20 fois à 2 fois plus long. Donc du coup, en gros, ce qui s'est passé, c'est que comme maintenant on peut faire des checks qui sont certes 2 fois plus longs que juste checker les tests de l'application en tant que tel, on peut faire des tests à l'échelle. Et chez nous, quand on teste des applications, par exemple dans Chrome, si par exemple les tests mettent 7 heures, avec Valgrind ça mettait 70 heures, 140 heures, ça fait 20 fois plus long. Là, avec Hassan, ça prend que 14 heures. Okay, donc on s'est prémuni de pas mal de choses. Je sais que Microsoft aussi, pour
pour je ne sais plus quel Windows Vista ou Windows 8, je ne sais plus, a commencé à mettre en place des sanitizers qui checkaient tous les bugs possibles et inimaginables, les return by zero, les choses, etc. compagnie. C'est pour ça que maintenant on a des OS qui sont quasiment extrêmement stables et c'est très très rare quand on a des memory leaks ou des blue screen of death. Ça m'est déjà arrivé encore hier, mais bon, c'est très très rare. Mais voilà, donc on a commencé à avoir vraiment une détection des bugs qui a explosé. On commençait à découvrir des centaines de bugs, des milliers de bugs, grâce à des outils comme ça, sur du code qui n'a jamais été testé. Je me rappelle, à l'époque, quand on était ensemble, Microsoft, on avait détecté des centaines de milliers dans Windows, et les a quasiment tous corrigés. Alors, même principe, on a Control Flow Guard. Donc là, on va, même principe que tout à l'heure, au niveau hardware, on commence à contrôler le flux d'exécution de l'application. Même principe, on avait WX, donc Non-Executable Bit. On a ASLR, et ben les attaquants ont quand même réussi à trouver des bugs mémoire. Et ils ont fait ça comment? En gros, ils ont surchargé un adresse pointeur d'une mémoire, je vais faire en anglais, C++ Virtual Function Pointer, donc un pointeur de fonction virtuelle en C++, pour pouvoir justement, plus tard, si l'application fait appel à une fonction virtuelle, qu'on puisse justement rediriger sur toute une chaîne d'exécution du code. Et donc, en gros, on s'assure qu'effectivement, si on a un workflow qui est un petit peu bizarre, on va crasher et on va s'arrêter tout de suite, plutôt que de faire appel à différentes fonctions pour avoir une prise de la machine. Ensuite, on a quoi? On a le just-in-time hardening, où en gros, on a plein de techniques. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on était au niveau mémoire, après on était au niveau kernel, maintenant on est au niveau du compilateur just-in-time. On a de la SLR, ok. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va réexécuter l'application, le code va aussi changer. Ça vient de où? Ça vient du Pwn2Own Hacking Competition. Je ne sais pas si vous connaissez le Pwn2Own, mais en gros, vous avez des machines et si vous arrivez à craquer la machine, vous gagnez de l'argent. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que la plupart du temps, au niveau du Pwn2Own Competition, les gagnants, c'était trouver des bugs dans le compilateur just-in-time des web browsers, donc Chrome, etc. et compagnie. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont hardené, ils ont sécurisé leur moteur, le fameux V8 de Chrome, pour faire en sorte qu'il y ait de la SLR, qu'il y ait du constant blinding, du chiffrement au niveau du code généré, pour que justement ça devienne plus difficile de trouver des failles de sécurité plutôt que d'attaquer le JIT compiler. On arrive tranquillement vers la fin. On a le fine-grained CFI. En gros, le Control Flow Integrity, donc vous vous rappelez, là on contrôlait le flow. Tout à l'heure, c'était au niveau global, au niveau de l'application. Là, on va le faire de manière très très précise. Même principe, c'est qu'à chaque fois qu'on veut faire appel à une fonction, que cette fonction-là ait la bonne signature de chiffrement, okay, pour que justement on ne puisse pas avoir d'appel de fonction qui soit exploité autre part, parce qu'on a réécrit la fonction, on a réécrit on a réécrit la fonction. En gros, c'est quoi? C'est, vous savez, quand on a des fonctions, vous avez des arguments qui sont potentiellement nuls. Donc, vous pouvez faire appel à une fonction avec 0 argument, 1 argument, 2 arguments, 3 arguments. Okay. Cette fonction-là, la signature, c'est toujours la même. Les attaquants ont réussi à faire en sorte que même si la fonction qu'on fait appel à la bonne signature, avec 0 argument, on puisse quand même faire appel à la fonction, exécuter du code qui va faire de la stack, qui va réécrire la stack, et donc du coup va exécuter du code. Là, je vous avoue que je suis un peu... c'est trop pour moi. Je commence à avoir des attaques, des techniques qui sont assez complexes. Aparté, je ne sais pas si vous lisez MISC, vous connaissez le magazine MISC. Pour ceux qui l'ont lu il y a 15-20 ans et ceux qui le lisent maintenant, ça a complètement changé. C'est très très sophistiqué là-dessus. Même principe, donc le Control Flow Integrity, c'est pour les appels de fonctions.
Là, on va avoir du data flow integrity. On va s'assurer que le code, on va s'assurer, je vais y arriver. En gros, on va s'assurer que le code qu'il exécute n'ait pas les pleins pouvoirs. Okay, même si on reste dans du code qui est censé être exécuté avec des bonnes fonctions, etc. et compagnie, potentiellement, l'appel de la fonction n'a pas les droits admin, en gros. Il n'a pas les bonnes ACL. Là, les attaquants se sont dit, bah, si je changeais mon droit, donc un flag isAdmin false à true, et ben, je vais pouvoir faire appel à la fonction avec les droits full admin, et donc du coup, je vais pouvoir bypasser toutes les protections. Donc les appels de fonction restent valides, la signature reste valide, tout reste valide. Je vais juste changer la donnée d'appel de la fonction, et du coup, je deviens comment dire, admin sans changer n'importe quoi. Évidemment, en termes de software, je ne pouvais pas finir ce talk-là sans parler de Rust. Un talk n'est pas un talk si on ne parle pas de Rust, évidemment. J'en vois un qui sourit au devant. En gros, évidemment, ça fait toute l'informatique aujourd'hui est bâtie sur du C, du C++. D'accord ? C'est pas demain où on va changer absolument tout en termes de C++. Mais Mozilla s'est dit 70% des attaques de mon navigateur, du navigateur au niveau du web, viennent d'une corruption mémoire. D'accord ? Donc tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que des attaques mémoire. Du coup, je vais réécrire mon moteur Firefox pour me prémunir de toutes les attaques mémoire. Pour faire ça, j'ai besoin de quoi ? Potentiellement d'inventer un nouveau langage qui s'appelle Rust, qui justement, si on respecte les principes de Rust, ça a été prouvé mathématiquement que Rust n'a pas de fuite mémoire, n'a pas une protection mémoire à 100%. Évidemment, dans Rust, on peut faire les appels C, C++, unsafe, et là, on sort de Rust, et donc là, c'est plus le problème de Rust. Mais si vous respectez le paradigme de Rust, normalement, vous êtes sûr à 100% qu'il n'y ait aucune faute mémoire. C'est pour ça que potentiellement, Rust, c'est tranquillement en train de faire son bout de chemin. On a commencé à avoir des premiers bouts de code dans le kernel. Malheureusement, on a aussi réussi à avoir le premier exploit du kernel Rust, ce qui fait 100% de code Rust écrit à un exploit dans le kernel Linux. Voilà. Mais bon, on va commencer à travailler là-dessus. En substance, alors j'espère que ce n'était pas un peu confus pour vous. C'est un sujet moi qui me passionne, mais qui effectivement peut être un peu confus pour ceux qui ne sont pas dedans et qui, comme moi, n'ont pas fait 10 ans de Gentoo en essayant de comprendre tout ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la sécurité, il n'y a pas une silver bullet, d'accord ? Il n'y a pas un dire OK, tout est bon, tout est fini. Je me rappelle encore de discussions de DSI où on me disait oui, mais moi je mets des firewalls partout et du coup tout est protégé. Tant qu'on m'attaque pas de l'extérieur, il n'y a pas de problème. Oui, mais d'accord, maintenant tout est web, tout est API REST, ce qui fait que le port 80 il est ouvert et si l'attaque du port 80 elle réussit, on est quand même attaqué. Du coup, vous avez vu que on commence quand même tranquillement à mettre des choses en place. Si par exemple au niveau Cherry sur le ARM, je trouve ça super intéressant. Il y a des nouveaux processeurs, enfin des nouvelles architectures de processeurs qui arrivent comme RISC 5, d'accord, on est en train de travailler dessus, qui vont implémenter tout ça. Et vous voyez qu'au niveau hardware, on a les fondations et au niveau software, on a la flexibilité, on peut corriger pas mal de choses, comme les attaques Spectre, Meltdown. J'ai encore connu une attaque où il y a une attaque qui ne sera jamais patchée parce qu'au niveau CPU, c'est by design. Donc le code est fait by design et le développeur a dit bah, je ne pourrais pas le patcher parce que c'est comme ça que c'est exécuté. Pour ceux qui font du DevOps, si je vous parle de Shift Left, vous savez ce que c'est. On ramène les tests au niveau des développeurs. Même principe, la sécurité en Shift Left. On commence à ramener la sécurité tranquillement en termes de software avec des langages comme Rust. Mais il y a encore pas mal de choses à faire. Et voilà. Si vous voulez les slides, je peux les partager, il n'y a pas de souci. C'est sur GitHub. Si vous avez des questions, il me reste 40 secondes. En tout cas, je vous remercie d'être venu à ce talk.
Et si vous n'avez pas de questions, si vous avez des questions, pardon, et qu'il ne nous reste pas de temps, on peut les prendre à l'extérieur si vous voulez. Pas de questions? Bon. Bah, écoutez, très bien, merci beaucoup en tout cas, passez une bonne fin de journée et puis bon courage pour la suite.